Voilà, donc cela dit, je vous parlerai aujourd'hui de l'école des Lumières de l'encyclopédie, des figures de maître de la maîtrise de soi chez Diderot, de la philosophie à la pédagogie. Alors, premier point, la formation circulaire de l'encyclopédie. L'un des principes clés de l'école que propose l'encyclopédie par Diderot et d'Alembert est celui à la fois de la circularité et de l'horizontalité des savoirs. L'article encyclopédie de l'encyclopédie elle-même, dû à la plume de Diderot, accentue et souligne le rapport entre l'encyclopédie et la connaissance, la philosophie, même hors des limites de l'étymologie juste, classique du mot encyclopédie. C'est là dans le but de déplacer hors des cadres de hiérarchie constituée entre les savoirs la connaissance. Encyclopédie, je cite, ce mot signifie enchaînement des connaissances. Il est composé de la préposition grecque un et des substantifs kuklos, cercle, et paideia, connaissance. En effet, le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons et de les transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles pour les siècles qui succéderont, que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité de genre humain. Voilà le début de l'article encyclopédie. Or, on sait que le terme paideia, que Diderot évoque dans son article, veut dire en réalité non pas connaissance, comme le dit Diderot, mais plutôt éducation ou formation, notamment celle de l'enfant, pais en grec. Le mot même encyclopédie, encyclopaideia, dérive de la mauvaise lecture d'un manuscrit grec pour enkykios paideia, qui est proprement, suivant Cantilien, l'ensemble des sciences qui constituent une éducation complète. Donc, à proprement parler, c'est le cycle complet de formation. Et en ce sens-là, ce terme avait été conçu dans l'Antiquité classique. En revanche, le propos de Diderot, le propos éducatif et pédagogique de Diderot dans son article, mis à part la polémique avec les jésuites qui est implicite dans cet article, était adressé à la postérité. Diderot s'intéresse à la postérité de son époque. C'est la fameuse métaphore qu'il nous remet du manuscrit dans la bouteille, et qu'il expose à l'avertissement du volume 8 de l'encyclopédie paru en 1765. Après la première tempête qui avait touché l'encyclopédie en 1958. Et il dit dans l'avertissement au volume 8, « Notre principal objet était de rassembler les découvertes des siècles précédents sans avoir négligé cette première vue. Nous n'exagérons point en appréciant à plusieurs volumes in folio ce que nous avons porté de richesses nouvelles au dépôt de connaissances anciennes. Qu'une révolution dont les germes se forment peut-être dans quelques cantons ignorés de la terre ou se couvent secrètement au centre même des contrées policées, éclate avec le temps, renverse les villes, disperse de nouveau les peuples et ramène l'ignorance et les ténèbres. S'il se conserve un seul exemplaire de cet ouvrage, tout ne sera pas perdu. » Voilà l'image donc ce manuscrit dans la bouteille du naufrage de la civilisation. Or, la nouvelle paideia encyclopédique devrait donc d'abord libérer l'homme de ses limites intellectuelles héritées par la tradition, par ses préjugés et idées reçues enracinées très profondément dans la culture occidentale qui se réclame du christianisme et des superstitions, objet d'une critique menée un peu partout dans l'encyclopédie. Donc le premier ennemi du fanatisme et de la superstition, c'est l'éducation, la culture. Et toujours, Diderot l'affirme-t-il dans le même avertissement en termes d'instruction. Il s'agit d'instruire les hommes, pas de les éduquer, de leur fournir des connaissances, de leur fournir des instruments pour combattre l'ignorance et le fanatisme. C'est le premier but de l'école des Lumières. Non pas l'éducation, mais l'instruction. Et Diderot dit, je cite, « On ne pourra du moins nous contester, je pense, que notre travail ne soit au niveau de notre siècle. Et c'est quelque chose. L'homme le plus éclairé, il trouvera des idées qui lui sont inconnues et des faits qu'il ignore.
puisse l'instruction générale s'avancer d'un pas si rapide que dans 20 ans d'ici, il y a à peine en 1000 de nos pages une seule ligne qui ne soit populaire, dit Diderot. Populaire, donc il faut souligner instruction générale et populaire dans ce passage. C'est au maître du monde à hâter cette heureuse révolution. Ce sont eux qui étendent ou resserrent la sphère des Lumières. Heureux le temps où ils auront tout compris que leur sécurité consiste à commander à des hommes instruits. Les grands attentats n'ont jamais été commis que par des fanatiques aveuglés. Oserions-nous murmurer de nos peines et regretter nos années de travaux si nous pouvions nous flatter d'avoir affaibli cet esprit de vertige si contraire au repos des sociétés et d'avoir amené nos semblables à s'aimer, à se tolérer et à reconnaître enfin la supériorité de la morale universelle sur toutes les morales particulières qui inspirent la haine et le trouble et qui rompent ou relâchent le lien général et commun. Tel a été partout notre but. Voilà, fin de citation. Je veux rappeler que cette page a été écrite juste après l'attentat de Damiens à Louis XV. Et les encyclopédistes avaient été entraînés dans la tempête et dans la répression qui a suivi, parce qu'on avait accusé l'encyclopédie d'avoir incité contre le pouvoir royal, etc., tandis que c'était plutôt du côté des parlements et des jésuites, voilà, des jansénistes, pardon, qui venaient, si on veut, ce genre de fanatisme dont Diderot évoque ici le spectre. De son côté, d'Alembert aussi, c'est pas seulement Diderot, qui insiste sur le rôle de l'encyclopédie comme une bibliothèque du savant, si l'on peut dire, toujours pour un lecteur cultivé. Alors, un lecteur cultivé, qu'est-ce qu'il trouve dans l'encyclopédie? Il trouve tous ceux qui peuvent former des compétences qui sont en dehors de sa spécialité, des disciplines qui ne sont pas de sa spécialité, sans avoir recours à un maître. Donc, le lecteur cultivé se fait pour soi-même une sorte d'école de l'encyclopédie. C'est un autre point saillant, très important du projet encyclopédie, que d'Alembert expose dans la conclusion même de son discours préliminaire. Je cite: de tout ce qui précède, il a déjà écrit 20 pages in folio, on a pu expliquer le projet, il s'ensuit que dans l'ouvrage que nous annonçons, on a traité des sciences et des arts de manière qu'on n'en suppose aucune connaissance préliminaire, qu'on y expose ce qu'il importe de savoir sur chaque matière, que les articles s'expliquent les uns par les autres, et que par conséquent la difficulté de la nomenclature n'embarrasse nulle part. D'où nous inférerons que cet ouvrage pourra du moins un jour tenir lieu d'une bibliothèque dans tous les genres, un homme du monde, et dans tous les genres, excepté les siens. Un savant de profession, qu'il développera les vrais principes des choses, qu'il en marquera les rapports, qu'il contribuera à la certitude et au progrès des connaissances humaines, et qu'en multipliant le nombre de vrais savants, des artistes distingués et des amateurs éclairés, il répandra dans la société de nouveaux avantages. Fin de citation. Donc là, il y a une fonction, si on peut dire, auto-éducative de l'encyclopédie qui s'exprime à l'égard de ses lecteurs, réels ou potentiels, qui émerge dans tous les lieux où le savoir, la connaissance, aurait affaire à un maître qui est censé le transmettre. L'encyclopédie est en ce sens sans maître, et si on peut dire, est anti-rousseauiste en éducation. La figure du maître, le gouverneur dont on vient de parler, tel que celui d'Émile, est tout à fait absente ici. L'encyclopédie, au contraire, garde la mémoire de la seule figure historique du magister latin, de la scolastique latine, comme d'un résidu d'antiquaire intellectuel. Et l'article maître de l'encyclopédie est comment dire, plein d'ironie. Il dit maître magistri, nom qu'on a donné par honneur et comme par excellence à tous ceux qui enseignaient publiquement les sciences et aux recteurs ou préfets des écoles publiques. Dans la suite, ce nom est devenu un titre d'honneur pour ceux qui excellaient dans les sciences et est enfin demeuré particulièrement affecté aux docteurs en théologie, dont le degré a été nommé magisterium, ou magisterii gradus. Eux-mêmes ont été appelés magistri, et l'on trouve dans plusieurs écrivains les docteurs de la faculté de théologie de Paris, désignés par le titre de magistri parisienses. Et là, il a continué toute cette tirade sur les magistri parisienses. Et là, le lecteur a disait, bon, écoute, en disant un peu moqueur dans cette page. Donc,
en revenant à l'encyclopédie, donc par le primat que Diderot et d'Alembert veulent donner, attention, aux sciences, appelées aujourd'hui dures, les sciences appliquées, les mathématiques, les sciences physiques, l'encyclopédie se présente en fait comme, tout d'abord, un véritable défi lancé contre les modèles classiques de paideia, de formation, fondés sur la rhétorique, la dialectique et les langues anciennes. Elle veut enseigner, tout d'abord, la maîtrise de soi dans les sciences, la réflexion libre et la communication des compétences. Les modèles jésuites, comme on l'a dit, les modèles donc, des magistri parisienses et aussi le modèle rousseauiste est rejeté. Pourquoi? Parce que l'éducation ne doit pas être négative ou indirecte, comme le disait Rousseau. Une éducation qui s'appuie uniquement sur l'enlèvement d'obstacles à l'appréhension des connaissances visant à ôter les mauvaises influences de la société sans fournir des préceptes. Elle se fonde sur le concept, la paideia de l'encyclopédie, sur le concept d'instruction publique positive, qui se réalisera dans des contextes toujours socialisés et ouverts à la communication dans certains corpus de notions techniques à apprendre. C'est un modèle que Diderot aura le courage de proposer lui-même, en première personne, à l'impératrice de Russie, Catherine II, lors de son voyage à Saint-Pétersbourg entre 1773 et 1774. Et je veux passer donc à vous parler de ce grand projet d'une instruction publique et ouverte à tous les citoyens que Diderot propose. J'ai sauté certaines pages plus compliquées sur la philosophie de l'utile, parce que l'encyclopédie se propose comme une réponse à la question fondamentale de toute éducation, à quoi cela sert? Bon, l'encyclopédie vise à montrer que toutes les sciences ont une utilité précise, une utilité technique, et c'est là le vrai but de l'instruction publique, montrer à quoi ça sert. Alors, cette philosophie de l'utile, pour Diderot, avait une dimension indéniablement publique et sociale. Pas question d'isoler l'élève afin de le protéger de l'influence néfaste d'une société corrompue, comme chez l'Émile. Selon Diderot, il s'agit de réformer précisément les institutions sociales en régime, en place, vouées à cette tâche stratégique des Lumières qui est l'instruction publique, les écoles et surtout les universités. D'abord dans les mélanges philosophiques historiques pour Catherine II et surtout dans le plan de l'université, les deux textes dont je m'occuperai ici, le vieux Diderot se risque à tirer les conséquences pratiques de l'engagement intellectuel de toute sa vie, l'encyclopédie. Bon, disons tout d'abord que Diderot envoie les mémoires à Catherine II en 1775, est totalement ignoré par Catherine II. Donc, Catherine II ne tient aucun compte les préceptes que lui envoie Diderot. Diderot donc sait même de parler dans le vide, au moment où il écrit ses mélanges, parce qu'il s'est rendu compte personnellement de ce qu'était Catherine II. La puissance la plus despotique qu'il y a sur la terre, disait Voltaire, non? Donc c'était pas du tout un despote éclairé. Mais Diderot conçoit ces mélanges pour la postérité, encore une fois, un concept qui prend place chez lui de la croyance en l'immortalité de l'âme. Pour Diderot, postérité, c'est l'équivalent de l'immortalité de l'âme. Et l'on peut sans doute dire que Diderot s'est rendu immortel, si on peut dire, dans l'histoire de la philosophie, à propos de l'éducation, par son propos qu'il exprime à Catherine. Il dit d'abord, en envoyant ces mélanges, je cite, « Je prends la liberté d'adresser ces rêveries à Sa Majesté impériale afin qu'elle sente toute la différence qu'il y a entre les idées d'un pauvre diable qui s'avise de politiquer sous sa gouttière et ce qui se passe dans la tête d'une souveraine. Oh, voilà, madame, toute l'étendue de la force de ce qu'on appelle un philosophe. Souriez-en, et quand vous en aurez souri, j'aurai obtenu de votre majesté toute la justice que je m'en suis promise. » Alors, c'est typiquement diderotien, ça. Il envoie avec beaucoup d'ironie, il dit, de toute façon, tu vas en sourire. Moi, je m'en fiche, je continue, je fais le philosophe. Et tout d'abord, il y a donc l'argument anti-despotique, l'argument anti-aristocratique, ouvertement démocratique, fondé sur le raisonnement et la logique instrumentale qui inspire l'école de Diderot. Les écoles publiques de Russie,
Il n'y avait à l'époque que 2 ouverts aux nobles, devaient être ouverts à tous les citoyens, surtout ceux de basse extraction, dit-il. Et pourquoi? Et voilà l'argument, disons, technique ou mathématique que Diderot réitère maintes fois dans ses écrits. Il dit, dans toutes les contrées, presque tous les hommes qui se distinguent dans les sciences et dans les arts sont de basse extraction. Et la raison est simple. Ces conditions communes fournissent 1000 hommes contre un homme de naissance. Les premières sont élevées plus sévèrement, moins chères à leurs parents indigents, ils en sont moins corrompus. Ils n'imaginent pas qu'on sait tout sans rien apprendre. Ils se tourmentent, ils travaillent, ils se hâtent de sortir de leur obscurité. L'unique moyen d'obtenir les aisances de la vie qui leur manquent, ou de se consoler par la considération générale, l'estime de leurs semblables et la conscience de leurs valeurs. Ceux-ci sont relégués dans un grenier où ils sont heureux. Quoi qu'il en soit, les basses conditions de la société seront donc dans tous les empires la pépinière de mœurs, des connaissances, des talents, de la gloire et l'illustration présente et à venir de leur nation. Fin de citation. Diderot sait qu'il est en train d'affirmer une énormité, hein, et peu s'en faut, dit-il, ajoute-t-il, que je ne m'arrête tout court et tant elle me semble au-dessus de mes forces. C'est un tableau très cohérent d'une école générale et publique, c'est ce mot, hein, unique pour tous les garçons de la nation. Pour les filles, ici, il n'y a pas de discours. Hein. Des élèves qui seront de 3 sortes, dit-il, et il énumère 3 sortes d'élèves dans les écoles que nous appellerons les écoles primaires. Alors, ils sont les pensionnaires, les boursiers et les externes. Et la question des maîtres est soulevée ici. Faut-il que le maître soit stipendié par l'État ou payé par les enfants? Question fort débattue en France. Et Diderot ne cache pas à Catherine sa prédilection vers la première solution, que le maître soit payé par l'État. Le nombre de maîtres ne doit pas être indéfiniment accru. Il suffit un petit nombre d'enseignants pour assurer le bon déroulement des cours. L'école elle-même devrait s'articuler sur 3 degrés. Un premier degré, commun à tous les enfants, même les plus ineptes, c'est le niveau primaire, où l'État accueille tous ses enfants, indistinctement. Un second degré, qu'un enfant peut suivre plus ou moins loin, qui est le niveau primaire développé pour les élèves externes surtout. Maintenant, on va voir qui sont-ils. Les élèves externes sont les élèves qui peuvent se permettre d'aller à l'école tous les jours et d'être ramenés à la maison après l'école. Les élèves pensionnaires sont ceux qui habitent dans l'école et les boursiers sont les plus pauvres qui n'ont pas de moyens pour accéder à l'école et donc l'État paye les bourses pour leur permettre d'aller à l'école primaire. Voilà la distinction entre les 3 catégories. Ensuite, il y a le niveau primaire supérieur, si on peut dire le 3e niveau, qui assure les conditions pour attendre, dit Diderot, la sagesse d'habile homme. Un 3e degré qui conduit à l'état de savant. Sous cette dernière étape, Diderot remarque bien que peut-être il ne serait pas nécessaire qu'un enfant suivisse cette éducation jusqu'au bout. Cependant, par ce chemin, sur 3 niveaux, d'après Diderot, on fraye la route à la proposition d'une école de qualité et d'excellence qui garde toutes les caractéristiques d'une école publique du peuple, ouverte et en perpétuelle évolution. Et dit Diderot à ce propos du fait que les écoles ici ouvertes garantissent la qualité de l'enseignement. Ici, je cite, ce ne sont pas les écoles, ce sont les grands auteurs qui font une langue. À propos du 3e niveau, notre langue a été faite par Rabelais, Marot, Malherbe, Pascal, Corneille, Racine, Fénelon, Voltaire, Marsay, etc. Et elle se soutient par les bons esprits de notre temps. Quand Corneille devint vieux, il oublia sa langue. Et il en est de même d'une nation. Quand elle dégénère et vieillit, sa langue se corrompt. Voilà la raison, jointe à la difficulté pour laquelle j'ai renvoyé l'étude de la langue par principe à ceux qui seront un jour maîtres de langue. Ce qui se fait en France sous la perfection de la langue se fait à Athènes, à Rome, nouvelle et ancienne, et est encore à faire en Angleterre parce qu'ils n'ont point de corps qui s'en mêle, corps de maître. Or, nous arrivons ainsi à l'argument de l'université. Après 3 longues tirades critiques sur la maison de Jean-Fille, dont Diderot demande à Catherine une réforme radicale, de l'éducation particulière, de faute de base à cette éducation, donc l'éducation des instituteurs privés, que Diderot critique également, et ensuite à l'école des cadets,
alors d'autres questions sur l'éducation des militaires, des jeunes militaires. Autour de l'université, j'ai fait circuler une page, malheureusement je n'ai pas assez d'exemplaires, du plan que Diderot a établi pour Catherine II, de comment, d'après lui, aurait dû se concevoir l'université. Autour de l'université se joue la partie la plus importante, à la fois de l'éducation des maîtres et d'une école, entre guillemets, sans maître, celle qui forme des individus capables d'autonomie. Voilà un des concepts clés des Lumières. Donc l'école doit enseigner à l'élève à s'auto-éduquer et donc à se passer de la figure de maître. C'est le fameux discours de Kant, qu'est-ce que les Lumières, non? La sortie de l'état de minorité. Eh bien, l'encyclopédie est tout à fait en syntonie avec Kant, dans ce côté-là, la matrice de soi. Diderot donc envoie ses instructions sur l'université un an après son départ de Saint-Pétersbourg en 1775 comme une sorte de prolongement de ce mélange à Catherine II. Et ici, il accentue, réitère son programme d'ouverture de l'école à tous les citoyens, insiste surtout sur la propédeutique, l'ordre des études essentielles à une université qu'il oppose à la hiérarchie traditionnelle des savoirs. Or, l'étude universitaire, selon Diderot, doit suivre un chemin progressif et horizontal, en partant de l'étude de la nature et de ses lois, pour arriver ensuite à l'esprit. Voilà les chemins. Donc, on part de l'étude des mathématiques, de la physique, des sciences, pour arriver au sommet de ce chemin, aux études de langue et des sciences de l'homme. Les mathématiques donc seront la base de tout enseignement. Les langues et les lettres, anciennes et modernes, leur sommet. D'abord donc la définition générale qui répond à la question qu'est-ce qu'une encyclopédie et une université. Et c'est là un éloge des basses conditions, encore une fois, du peuple comme étant les meilleurs pour développer les talents naturels. Un peu une sorte d'autre version de la page qu'on vient de lire. Et qu'est-ce qu'une université? Réponse, je cite, une université est une école dont la porte est ouverte indistinctement, et Diderot souligne lui-même, indistinctement à tous les enfants d'une nation, et où des maîtres stipendiés par l'État les initient à la connaissance élémentaire de toutes les sciences. Je dis indistinctement parce qu'il serait aussi cruel qu'absurde de condamner à l'ignorance les conditions subalternes de la société. Dans toutes, il y a des connaissances dont on ne saurait être privé sans conséquence. Le nombre de chaumières et des autres édifices particuliers étant à celui des palais dans les rapports de 10 000 à 1, et il y a 10 000 à parier contre 1, que le génie, les talents et la vertu sortiront plutôt d'une chaumière que d'un palais. Donc, Diderot réitère ici l'argument statistique, disons, il y a 10 000 chaumières contre un palais, donc il y a 10 000 contre 1 à parier que les talents et la vertu sortiront plutôt d'une chaumière que d'un palais. Voilà. Ensuite, la structure de l'institution, donc ouverture à toutes les classes sociales, la structure de l'institution, 8 échelons d'école qui pourraient correspondre à ce que nous appellerons aujourd'hui l'école secondaire, qui semble être plutôt l'équivalent des collèges et des lycées actuels, qui sont propédeutiques et forment la faculté des arts renouvelée, parce que Diderot fait une critique très farouche de la constitution de la faculté des arts actuelle, telle qu'on la connaît en France. Et le modèle français parisien joue le rôle de repoussoir, si on peut dire, pour sa conception de la faculté des arts. Ces étapes de formation sont suivies par 3 facultés proprement dites: théologie, où l'on devrait enseigner tout d'abord obligatoirement la tolérance, attention, médecine et droit, suivi par un certain nombre d'écoles professionnelles, de beaux-arts, polytechniques, vous voyez, l'école de politique ou des affaires publiques, l'école de génie ou art militaire, l'école de marine, l'école d'agriculture et de commerce. Bon, c'est un peu, si vous voulez, en préfiguration des grandes écoles, écoles techniques, et écoles qui seront instituées 20 ans plus tard, une vingtaine d'années plus tard, par la Révolution. La première faculté, la faculté des arts, telle qu'elle est actuellement en France, commençait exactement à l'inverse.
Elle commençait par enseigner les langues anciennes, la logique aristotélicienne, la rhétorique, la dialectique. D'après Diderot, tout est à refaire, tout est à renverser. Hein? Et je cite, il dit: je reviens à notre université, à l'extrémité de cette longue et stérile avenue qu'on appelle la faculté des arts, sur laquelle on s'est ennuyé, fatigué, s'enfuit pendant 7 à 8 ans, s'ouvrent 3 vestibules par lesquels on entre ou dans la faculté de théologie, ou dans la faculté de droit, ou dans la faculté de médecine. Jusque-là, on n'avait été qu'écolier. C'est ici qu'on prend le titre de docteur. Pour celui de docte, c'est autre chose. Questions et réponses. Mais tous ceux qui ont suivi l'avenue des arts jusqu'au bout, entrent-ils dans une de ces 3 facultés? Non. Que devient-il donc? Paresseux, ignorants, trop âgés pour commencer à s'instruire de quelques arts mécaniques, ils se font comédiens, soldats, filous, joueurs, fripons, escrocs et vagabonds. Fin de citation. Voilà. Après ce tableau désastreux, Diderot revient donc à son projet, qui se passe bien de ce premier vestibule, inutile, et il invite l'impératrice à l'institution d'une nouvelle université, projet dans lequel donc l'université de Paris est un vrai repoussoir, fonctionne comme ce repoussoir. Le nouveau plan que Diderot propose change, comme j'ai dit, tout à fait la structure des facultés. Elle devient donc propédeutique aux autres facultés à partir des principes encyclopédiques de la division de l'arbre des connaissances, du système des facultés humaines. Donc il y a la raison, la mémoire, la raison et l'imagination. Si vous connaissez les systèmes figurés des connaissances humaines tirés de Bacon, la mémoire fournit l'histoire et l'érudition, la raison c'est la théorie et la spéculation, la mathématique et la physique, et l'imagination c'est la pratique et les arts. Et ce sont les 3 facultés de l'âme, les facultés de l'âme humaine qui doivent gouverner les études dans ce premier vestibule, qui est la faculté des arts renouvelée. Diderot fournit donc ce plan à Catherine, c'est cette page que je fais circuler, sous forme d'une sorte d'arbre de connaissances, d'arbre des enseignements, qui s'inspire à l'arbre figuré des connaissances humaines de l'encyclopédie. Donc, renversement de l'ordre hiérarchique des savoirs. Dans les premières 8 classes, les études commencent par les maths et se terminent par les langues. La poésie et l'érudition. Et l'éloquence, pardon. L'érudition, la mémoire, la théorie, les mathématiques, c'est-à-dire la raison, et la pratique, les arts, l'imagination, sont interalliés par les 4 cours parallèles qui assurent la plénitude de compétences. Ensuite, il y a l'accès, à la fin de ce parcours, aux 3 facultés proprement dites, médecine, jurisprudence et théologie. Et Diderot montre ici donc son aspiration de grande encyclopédiste qui prétend regrouper tous les savoirs dans une vue d'ensemble générale et organique pour chaque étape de l'enseignement. Pour terminer, quelques mots sur la figure du maître dans ce contexte. Et je m'arrêterai là. Et sur sa place, surtout, dans cette nouvelle université. Diderot consacre un chapitre entier à ce sujet. Il tient d'abord à souligner que tout maître a été élève de soi-même avant de devenir maître, et ce n'est que parmi les rangs des bons élèves qu'on sélectionne les bons maîtres et que l'on juge de bonnes écoles. Il dit: un moyen sûr de juger une école, c'est de voir si les élèves qu'on y fait promettent un jour de bons maîtres. Si elle conduit à ce terme, elle est bonne. Si elle ne conduit pas, elle est mauvaise. Fin de citation. Il ne faut pas négliger, surtout, de traiter les maîtres avec toute la dignité de leur rang, y compris du côté de leur honoraire. Et à l'époque de Diderot, il faut rappeler que les professeurs étaient très mal payés, et encore un bon chef de cuisine dans une maison noble gagnait 10 fois plus qu'un professeur. Bon, là. Voilà. Pour ce qui est des qualités d'un bon maître, encore aujourd'hui peut-être, voilà, c'est pas grandement changé ça. Ouais. Donc, quelles sont les qualités d'un bon maître? Quelles sont les qualités à désirer dans un bon maître? Je cite: la science approfondie de la matière qu'il doit enseigner, bien sûr, un esprit juste, une âme honnête et sensible. Si la place d'un maître est importante par son honoraire et par son rang distingué entre les conditions de la société, si cet honoraire est toute sa ressource, s'il se déshonore et se ruine et perdant son état, il en aura ou il en simulera les vertus, tirons de l'intérêt et de l'amour propre ce que nous aimerions mieux tenir de bonne nature. Donc, l'autre point important, c'est celui de l'honoraire. Un autre point important, c'est celui par lequel Diderot témoigne de son socratisme, comme il l'appelle, encyclopédique. Il concerne la manière d'enseigner. Et là, on peut rejoindre un peu ce qu'on disait hier
avec Frédéric, bonjour, à propos du maître ignorant et rancière. Pas de dogmatisme, mais plutôt la représentation chez le maître de son envie inépuisable de rechercher, d'étudier ensemble avec les élèves, comme s'ils étaient un parmi eux. Et surtout, le maître doit se montrer sujet à l'erreur, il doit se montrer capable de se tromper. Par cette voie, l'élève parvient à l'autonomie de jugement et à la vérité. Donc le maître ne doit pas se montrer comme infaillible, mais plutôt montrer qu'il fait des fautes, il fait des erreurs. Et je dis, et je cite ma dernière citation, je ne dirais qu'un mot sur la manière d'enseigner. C'est que si les élèves connaissent mieux la fatigue des maîtres, ils supporteraient plus aisément la leur. Au lieu d'affecter une supériorité de savoir, il vaudrait mieux avoir l'air d'étudier et de travailler avec eux. C'est ainsi qu'en apprenant, on les familiariserait avec l'art de montrer. Exemple, qu'un maître qui reçoit à son élève un problème d'arithmétique ou de géométrie fasse une fausse supposition, qu'il le reconnaisse, qu'il revienne sur ses pas, qu'il avance et qu'il découvre enfin la vérité qu'il cherchait. Je pense qu'il instruira mieux son élève qu'en y arrivant par une marche rapide, sûre et non tâtonnée. Il y a bien de la différence entre une erreur d'ignorance ou une inadvertance et une erreur faite d'industrie. Celle-ci tient en garde l'élève. S'il s'aperçoit, sa petite vanité est insatisfaite. Elle l'habitue à se méfier. Elle le forme insensiblement à la recherche de la vérité. Elle lui inspire l'esprit d'invention. L'autre perd le temps et ne rend que du mépris. L'erreur d'industrie pallierait quelquefois l'erreur involontaire et dispenserait le maître de rougir. Cette méthode d'enseignement, en apparence perplexe, douteuse, vacillante, est tout à fait socratique. Et le modèle socratique, je vous rappelle, c'est le grand modèle qui inspire à la fois les frères ennemis, Diderot et Rousseau lui-même. Mais ici, la différence fondamentale, c'est que Diderot offre un modèle d'une école publique, instituée, laïque, républicaine, si l'on peut dire, égalitaire et d'excellence à la fois. Un modèle d'école des Lumières. Donc la question ouverte est, est-elle encore possible aujourd'hui?